m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 16e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cet épisode-là est présenté dans le cadre de la Semaine sans diète, une campagne qui vise à sensibiliser la population à l'inefficacité des régimes amaigrissants et de la privation, et aussi aux dangers liés à l'obsession de la minceur. Il y a plusieurs moments où les gens se préoccupent de leur poids et l'approche de l'été en fait partie. Comme par hasard, la culture des diètes est aussi au rendez-vous à cette période de l'année pour mettre de l'avant ses promesses, fausses bien sûr, et s'immiscer dans nos pensées. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point plusieurs activités quotidiennes sont teintées par le discours de la culture des diètes? Nos choix alimentaires, notre pratique d'activité physique, les commentaires qu'on peut se passer quand on se regarde dans le miroir. Et cette petite voix moralisatrice et culpabilisante nous suit partout. Aujourd'hui, on vous propose des moyens pour essayer de faire taire cette voix de la culture des diètes et pour donner la parole à la voix qui veut réellement notre bien-être, celle de la bienveillance. D'ailleurs, je suis en compagnie de deux femmes qui auront certainement beaucoup de choses à vous dire sur le sujet, qui auront des propos très certainement inspirants et déculpabilisants. Et j'ai nommé la nutritionniste Marjolaine Cadieux. On te connaît pour ton compte Instagram « Les pieds dans les plats ». Tu fais aussi de la consultation en pratique privée et tu as écrit un livre sur l'alimentation intuitive qui s'appelle « L'alimentation intuitive, c'est quoi? » Bonjour, merci d'être ici. Merci de l'invitation. Bienvenue. Et la créatrice culinaire Caroline Huard. On te connaît bien sûr comme Louni. Tu fais plein de choses. Tu viens d'ailleurs de lancer un nouveau livre qui veut nous amener à nous simplifier la vie en cuisine. Et tu as aussi fait l'excellent balado « À plat ventre, la culture des diètes » avec Louni. Oui, merci. Merci à toi. Merci. Donc, toutes les deux, vous abordez avec vos communautés des sujets comme la culture des diètes, la grossophobie, l'image corporelle, l'alimentation intuitive. Merci beaucoup pour votre travail de sensibilisation tellement important. Et merci surtout d'être ici pour parler de notre sujet de prédilection. Et j'ai nommé la culture des diètes. Donc, d'abord, est-ce que vous pourriez me dire, c'est quoi pour vous la culture des diètes? D'où ça vient? Comment ça se manifeste? Donc, un petit cours 101, culture des diètes. Ben mon Dieu, je peux y aller avec, en fait, l'explication que je donne la plus souvent, parce qu'on me l'a souvent demandé. Pour moi, c'est vraiment un ensemble de croyances qui nous semblent tellement évidentes là, qu'on se rend même pas compte, en fait, qu'on baigne là-dedans. C'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, sauf peut-être dans les dernières années. Mais c'est en fait une croyance selon laquelle non seulement on peut être jugé sur la forme de notre corps puis notre poids, mais en plus, c'est une croyance qui nous dit qu'on a le contrôle sur la forme de notre poids et que si on a le contrôle, bien, on a aussi l'obligation d'avoir un poids ou d'avoir un corps qui correspond à certains standards arbitraires. Et tout ça nous amène à modeler beaucoup notre quotidien puis nos pensées en fonction de l'atteinte ou non de ces objectifs-là. Mais tout ça, c'est basé sur des fausses croyances qui nous amènent vraiment à mettre l'accent sur quelque chose comme le poids, la restriction et pas sur notre santé, tout en nous disant qu'on fait donc ça pour notre santé. Puis c'est surtout quelque chose d'insidieux. Je pense que c'est le mot le plus qui décrit le mieux, là, c'est que c'est tellement, on remet tellement pas en question. On dit, ben oui, c'est normal, comme, tu sais, tout le monde veut être plus mince, tout le monde veut être mince, c'est mal être gros. Ben oui, il faut, tu sais, c'est mal manger à sa faim, il faudrait se restreindre et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très omniprésent, malheureusement. Puis pour bonifier un petit peu ce que Caroline a dit, c'est très culturel aussi. Là, j'ai fait des recherches parce qu'une des questions, c'est d'où, ça vient d'où, ça commence où. Puis ça remonte, les lectures que j'ai faites, c'est aussi loin que la Grèce antique. Là, il y avait des formes de culture des diètes, fait que ça a vraiment aussi évolué dans le temps. Mais c'est ça, c'est très culturel. Fait qu'en ce moment, c'est un corps idéal. En ce moment, c'est ça. Ça pourrait évoluer aussi la culture des diètes vers un autre idéal, mais en ce moment, c'est ça. Absolument. Puis il y a des bases, tu sais, je pense qu'on peut pas faire abstraction des bases qui sont basées beaucoup dans la misogynie, tu sais, vraiment le contrôle, tu sais, c'est très patriarcal en fait, c'est le contrôle sur le corps des femmes, puis c'est aussi, il y a des origines très racistes aussi, quand on sait que c'est beaucoup pour essayer de différencier par exemple une personne blanche, entre guillemets, qui aurait un corps supérieur d'une personne qui n'est pas blanche, qui aurait un corps inférieur. On associe le gras à quelque chose qui, comme, on se contrôle pas, on est plus loin de l'humain idéal. Puis là, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, c'est vraiment comme, c'est des propos, tu sais, qu'on retrouve beaucoup dans les écrits, là, plus, qui nous racontent cette histoire-là. Donc, on peut pas sortir ça du contexte patriarcal puis raciste aussi, malheureusement. Ouais. Ouais. Mais pour une petite parenthèse aussi, dans les lectures que j'ai faites au début, vraiment, là, quand on parle plus de société moderne comme 19e siècle, c'était plus dirigé vers les hommes
parce qu'ils voyaient la femme, c'est encore patriarcal, mais ils voyaient la femme comme étant pas capable de se contrôler, pas capable, elle n'a pas cette volonté-là, fait que les diètes étaient plus dirigées vers les hommes parce qu'eux, ils ont la volonté de le faire. Puis c'est vraiment quand l'image corporelle de la femme a changé, tu sais, on s'éloignait un peu de la figure, le sablier, que là, ça s'est dirigé les propos vers les femmes, puis là, finalement, c'est resté majoritairement vers les femmes, mais au début, je trouvais ça intéressant, c'était plus dirigé vers les hommes parce qu'on voyait la femme comme incapable de suivre une diète. Puis malheureusement, ça revient. Le culte du corps chez les hommes, c'est pas nécessairement la minceur, c'est aussi beaucoup la musculature, mais on voit que la pression recommence à cibler autant les hommes que les femmes maintenant. Là. J'aimerais ça aussi savoir pourquoi justement la thématique de la culture des diètes vous interpelle plus particulièrement. Caroline, tu as entrepris ton projet de balado. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette quête-là? Est-ce que tu as fait des constats qui t'ont vraiment permis de te dire, mon Dieu, là, une chance que j'ai abordé ça, ce sujet-là? Ah, mon Dieu, oui. Mais en fait, je pense que ça a été, pour moi, puis la quête, un peu, le point de départ de mon balado à Plovence, c'était de dire, OK, bien, en toute humilité, j'ai l'impression d'être une personne qui est quand même intelligente, qui réussit pas mal ce qu'elle veut faire dans la vie. Comment ça se fait que la chose que j'ai pas réussi, puis la chose la plus importante dans ma vie, c'est de perdre du poids, puis c'est la chose que j'ai pas réussi à faire. Puis j'étais rendue comme mi-trentaine quand je me suis posé ces questions-là pour la première fois, puis c'était aussi, on commençait à en parler plus. Puis ayant une formation en sciences, un bac en sciences de la santé, je me suis dit, OK, mais je vais essayer de comprendre un peu la science derrière ça. Et c'est là que j'ai été vraiment estomaquée de me rendre compte que, mon Dieu, il y a tellement de biais négatifs envers le poids, quand on nous présente la soi-disant science là, qui est en lien avec la nutrition, pas la nutrition en soi, mais comment on devrait se nourrir pour être en santé et tout ça, que là, je me suis dit, OK, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dedans, puis ça a ouvert des portes vers plein de choses, comme on parlait là, de misogynie, on parle de vraiment plein d'enjeux psychosociaux aussi qui sont liés à tout ça. Puis c'était là, puis il y avait beaucoup de honte liée à ça. Je pense que c'est l'expérience, en fait. La honte, c'est un outil de contrôle extrêmement puissant, puis c'est une motivation extrêmement puissante, Fait qu'on était plein, j'ai l'impression qu'on était plein de monde à avoir honte de notre bord, de ne pas être capable de faire ça. Puis là, quand on se met à en parler, hey, moi aussi, c'est comme ça que je me sens, ça devient très puissant aussi. Fait que c'est ça un peu qui a porté tout ça, mais à la base, c'était vraiment, coudonc, comment ça se fait que ça, j'ai pas réussi? Pourtant, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, je m'entraîne, j'ai une alimentation impeccable. Comment ça se fait que j'ai des amis qui font pas ça, mais qui ont un corps dans les standards, puis pas moi? Qu'est-ce que je fais? Donc, ça a été vraiment ça. Puis pour moi, des fois, des affirmations comme « non, aime-toi comme tu es », puis tout ça, moi, je réponds pas... je réponds pas bien à ces affaires-là, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi. J'ai vraiment besoin plus de comprendre le pourquoi, comprendre la science derrière quelque chose. Après ça, ces affirmations-là, ça devient des rappels très précieux. Mais juste de me faire dire, non, t'as juste à t'aimer comme t'es. Je suis comme, ouais, mais c'est pas ça le message que je reçois partout. On peut-tu comprendre pourquoi c'est ce message-là? Pourquoi les gens croient ça? Pourquoi moi, j'ai cru ça? Fait que c'est essayer de comprendre un peu tout ça, la genèse de la culture des diètes, comme au niveau historique, justement. Puis après ça, de dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Puis est-ce qu'on pourrait rectifier les faits, s'il vous plaît? C'était vraiment une période où est-ce qu'on commençait à en parler davantage. Là. Puis ça a pris plusieurs épisodes. On voit à quel point, souvent, c'est ça qui est complexe, c'est que dans le discours public, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer, nuancer tous les liens entre le poids, la santé, les habitudes de vie. C'est tellement quelque chose qui se résume pas si bien quand on veut comprendre puis aller au bout des choses. Donc, je pense que le fait d'avoir accès à un contenu en détail qui permet de déconstruire ces croyances-là, c'est super précieux. Oui, puis surtout la combinaison. Je pense que moi, j'ai besoin d'explications plus scientifiques. Je pense que la majorité des gens aussi. Mais on a aussi besoin de choses qui viennent chercher au niveau plus des émotions. On a besoin comme de se reconnaître dans les expériences des gens. Puis je trouve un format de Q-balado, c'est que ça permet d'aller chercher autant, un peu, un balado même comme ici, on va chercher autant des témoignages que de l'expertise. Puis tout ça mis ensemble, ça devient très puissant, Puis on le sait, sur les médias sociaux, c'est dur en une publication de passer un message, puis après ça, d'essayer de gérer ce qui vient avec ça, puis que ça reste un espace qui ne devienne pas toxique avec comme de la chicane dans les commentaires, puis tout ça. Fait que je trouve que ce format-là était très, très approprié. Puis aussi, contrairement à quelque chose de filmé, on peut écouter l'expérience des gens sans les juger sur leur corps nécessairement aussi. Puis ça, pour moi, c'était particulièrement important aussi. C'est vrai. Et merci beaucoup pour ce travail. Et toi, Marjolaine, dans le fond, tu as écrit ton livre sur l'alimentation intuitive. Puis d'ailleurs, j'ai réalisé en vous invitant ensemble que c'est Caroline qui avait écrit la préface, mais c'était même c'était pas volontaire de vous inviter toutes les deux ensemble aujourd'hui pour ça, mais c'était un drôle de hasard. Donc, qu'est-ce qui t'avait donné envie, toi, d'écrire un livre sur ce sujet-là? Oui. Bien, moi, si on parle de culture des diètes, j'en ai été victime comme la plupart. Puis je me suis intéressée justement à l'alimentation intuitive
intuitive. Dans un parcours, j'avais un trouble alimentaire. Là, on essaie de se guérir de ça, mais les propos, tu sais, dans un processus de guérison, justement, vont un peu à l'encontre de la culture des diètes. Fait que là, c'est très challengeant de dire, ben justement, d'une part, on me donne des messages, mais là, je suis supposée me défaire de ça. Fait que c'est là un petit peu que moi, l'alimentation intuitive est entrée un peu, si on veut, dans ma vie personnellement. Puis un peu, c'est ça, comme Caroline, c'était une quête personnelle au début. Puis par la suite, moi, je suis clinicienne. Donc, c'est vraiment un des travaux que j'ai d'essayer de partager l'alimentation intuitive, de l'enseigner. C'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de mythes autour de l'alimentation intuitive. Malheureusement, on a l'impression que c'est ça. C'est pas nécessairement la réalité. Donc, je trouvais que de le partager un peu comme je pourrais le faire dans une consultation. Ça n'équivaut pas à une consultation, là, je le tiens à le dire, mais de faire un livre où est-ce que je parle au-dessus dans le livre. Je veux vraiment que la personne se sente interpellée, puis qu'on essaie de rendre ça beaucoup plus simple. Donc, c'est ça qui me donnait envie de le partager. Mes clients, ils ne comprenaient pas c'était quoi l'alimentation intuitive. Il y avait de la difficulté à l'expliquer aux membres de leur famille. Ils comprenaient les principes, mais c'est comme ça s'arrêtait là. C'était très comme scolaire. Donc, je trouvais que ça permettait de rendre ça plus tangible pour une variété de personnes peut-être qui s'y connaissent beaucoup ou qui s'y connaissent pas du tout, là. Mm-hmm. Des fois, c'est ça, c'est complexe de savoir comment distinguer le vrai du faux, la science, les pseudo-experts, est-ce qu'on a toujours entendu, est-ce que c'est vrai? Donc, on va en parler un petit peu aussi tout à l'heure, plus en détail. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle des impacts de la culture des diètes sur la santé, justement. Il y a des impacts physiques, ça, je pense que les gens sont souvent plus au courant, mais il y a aussi des impacts psychologiques, des impacts sociaux. On a souvent tendance aussi, comme tu l'as dit, Caroline, à minimiser les conséquences parce que ça fait tellement partie de ce qu'on entend, de la façon de fonctionner un peu en société, même depuis la Grèce antique. Donc, ça fait quand même très longtemps que ça nous entoure, cette culture-là. C'est même normalisé aussi souvent, malheureusement. Puis le but, c'est pas de blâmer les personnes qui se font avoir par la culture des diètes ou qui suivent des régimes parce qu'on sait que c'est difficile aussi de résister à cette pression-là puis que ça peut être très souffrant de vivre de l'insatisfaction corporelle. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à prendre conscience des impacts et tranquillement d'essayer de défaire ces croyances-là et peut-être d'aller justement vers une voie qui va être plus bienveillante pour notre santé globale. On fait un sondage léger chez Équilibre depuis plusieurs années pour documenter la préoccupation des Québécois et Québécoises par rapport à leur corps, à l'alimentation, à l'image corporelle. Et les données nous montrent justement les impacts négatifs de la culture des diètes. Donc, j'ai quelques statistiques à vous partager. Il y a 60% des répondants et répondantes qui ressentent de la pression en lien avec leur apparence physique. Donc, ça peut être changer son apparence, avoir un corps parfait, perdre du poids, avoir un corps athlétique ou être musclé. Donc, il y a vraiment le spectre quand même large de forme de corps, autant la minceur que la musculature ou le côté plus fit. Il y a 51% qui souhaitent maigrir, peu importe le poids. Donc, c'est des gens vraiment de tous les poids qui souhaitent maigrir. 48% qui sont obsédés par le contrôle de leur poids ou leur apparence. Quand on est obsédé, c'est pas juste on se trouve moins cute aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de place dans notre vie, dans nos préoccupations, donc c'est préoccupant. Il y a 73% qui ont fait quelque chose pour contrôler ou modifier leur poids, donc ça aussi, ça montre à quel point il y a une grande proportion des gens qui essayent toujours sans cesse de contrôler leur poids. 43% qui sont préoccupés par ce qu'ils ou elles mangent, donc les calories, la valeur nutritive. 39% qui contrôlent la quantité d'aliments consommés. 42% qui ont comme motivation à faire l'activité physique, l'amélioration ou le maintien du poids. Et finalement, 32% qui affirment que leur apparence influence négativement leur estime. Donc, on voit vraiment là-dedans que ça peut autant affecter l'image corporelle, la relation avec l'alimentation, l'activité physique, l'estime de soi. Qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques-là? Bien, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, personnellement, on dirait que je suis un peu choquée, mais on dirait que je suis pas surprise, malheureusement, parce que, tu sais, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, culture des diètes, mais ça reste que c'est encore ça qui est, ben pas la base, mais qui est omniprésent. Fait que je trouve ça, tu sais, j'ai lu les statistiques, puis là, je les entends, je trouve ça complètement choquant. Je trouve ça triste aussi, mais je trouve que c'est un bon barème aussi de l'évolution du travail qui reste à faire, parce que ça semble pas nécessairement stagner, mais les valeurs semblent revenir aussi année après année. Fait que, tu sais, à chaud comme ça, c'est un peu comme ça que je vois, oui. Oui, c'est vraiment... on se trompe pas en disant que comme c'est une bonne majorité, je pense, des gens qui ont moindrement des préoccupations ou que ça les habite. Puis, ouais, moi, ce que je trouve préoccupant là-dedans, c'est justement la normalisation de tout ça. Tu sais, tantôt, on disait, c'est non seulement, tu sais, on s'en rend même pas compte que c'est là, mais au-delà de ça, ça peut même devenir une espèce d'outil comme pour rentrer en relation avec les gens, tu sais, faire du small talk, tu sais. Ah, ben là, écoute, hey, j'ai été bonne, j'ai pas envie de manger de dessert, ou ah oui, moi aussi, hey, j'aime tellement pas mes cuisses, ah ouais, moi non plus. Puis, on en vient à créer des liens, parfois, tu sais, des liens comme significatifs avec d'autres personnes à travers ça. Puis, ça devient quelque chose qui,
justement qui nous habitent tellement, mais on se rend pas compte à quel point ça nous empêche de mettre de l'énergie vers des choses qui nous feraient vraiment du bien. Tu sais, par exemple, tu sais, on le sait qu'avoir des relations saines, tu sais, c'est une des choses qui est un des plus gros déterminants de santé par rapport aux choses sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle, tu sais. Prioriser l'activité physique, si on le fait uniquement pour la perte de poids, puis qu'éventuellement, on n'en perd pas ou on le reprend, peut-être qu'on va pas continuer à en faire alors qu'il y a tellement de bonnes raisons de faire de l'activité physique. C'est beaucoup ça, en fait, c'est que c'est l'illusion de contrôle du poids qui nous est vendue par les industries des diètes, fait en sorte qu'on met beaucoup de nos énergies là-dedans, alors qu'on pourrait les mettre sur autre chose qui nous ferait vraiment du bien. Puis c'est aussi, moi, là-dedans, c'est beaucoup aussi ça revient toujours, mais dans la culture des diètes, il y a une espèce de méritocratie. On a le corps qu'on mérite. Si tu fais les efforts, ça va payer, t'sais. Puis quand je te regarde, je vois que tu fais pas les efforts. Puis c'est tout ça, on le sait que ça s'inscrit dans des choses plus grandes aussi au niveau de, là, tu mérites la santé que tu as, tu sais. Si t'es malade, c'est de ta faute. Puis tout ça, tu sais, sans tomber dans un gros discours politique, mais on sait que ça influence beaucoup nos politiques sont beaucoup influencées par ça. Puis, tu sais, le mythe de, non, t'as juste à faire ce qu'il faut, toi. Alors que si, par exemple, on se dit, ce serait le fun que les gens utilisent plus les transports actifs pour aller travailler, mais si on vit dans une municipalité où on n'investit pas du tout pour avoir des voies cyclables et des trottoirs, ça se fera pas, là. On peut pas juste dire, t'as juste à être motivé à aller travailler en vélo s'il n'y a pas de piste cyclable, puis je risque de mourir à chaque fois, je le ferai pas, tu sais. Fait que c'est tout le mythe de la responsabilité individuelle que je pense qu'on a tellement intériorisé que ça finit par prendre beaucoup de place, puis ça fait qu'on remet pas en question des choses qui sont plus systémiques aussi, tu sais. Fait que c'est triste. Je pense que c'est vraiment le mot. C'est triste de ce constat-là, ça soit encore ça, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis comme tu l'as souvent dit aussi, puis je suis certaine que tu es d'accord, on n'a pas le plein contrôle sur notre poids. On pense souvent ça. La culture des diètes nous fait croire ça. Il y a encore beaucoup de messages qui laissent penser que oui, ou on voit quelqu'un pour qui ça fonctionne. Mais les études continuent de montrer qu'à long terme, c'est rare les gens qui réussissent à maintenir une perte de poids à long terme. Donc, c'est aussi ça l'objectif, c'est de se dire... peut-être que je peux améliorer mes habitudes de vie, faire des changements qui vont être graduels, bénéfiques pour ma santé, mon bien-être. Puis le poids, on verra ce que ça fait, mais ça n'empêche pas non plus d'essayer d'améliorer certains paramètres dans notre vie aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent être contre la culture des diètes, c'est comme être contre la santé, être contre l'amélioration des habitudes de vie. C'est une croyance aussi. C'est la promotion de l'obésité, tout le monde. Mais c'est pas du tout ça, dans le fond, là. On a des codes promo utilisés obésité 10 pour... Donc, ça serait quoi les impacts de la culture des diètes auxquels vous aimeriez sensibiliser les gens? Je pense que là, on a quand même glissé quelques petites réponses, mais plus précisément. Moi, c'est sûr, comme tu l'as mentionné au début, moi, je suis clinicienne. Fait que je vois plus des choses au niveau individuel. Puis Caroline, tantôt, l'a bien dit, c'est très insidieux. Fait que moi, j'ai beaucoup de gens qui ont l'impression, ou comme un peu dans un trouble alimentaire aussi, c'est banaliser les comportements, où ils ont le contrôle, puis c'est pas grave. Mais c'est très insidieux la place que la culture des diètes va prendre dans leur vie, même au niveau psychologique ou... s'empêcher d'aller dans des fêtes ou aller à la fête, mais beaucoup se restreindre, se contrôler, puis ça prend tellement de place dans la tête, tout ce qui est l'alimentation, le sport, l'horaire, la planification de repas et tout ça. Puis les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est comme un peu, comme on l'a dit, c'est banalisé. Fait que ça, je trouve ça, j'aimerais ça sensibiliser les gens à quel point c'est graduel. Puis finalement, ça a vraiment une emprise quand même importante sur les gens. Puis c'est ça, comme j'ai autant de niveau alimentation que le corps, de dire, je vais en vacances, mais je vais pas me baigner parce que je veux pas que les gens me voient en maillot. J'ai une fête, je veux surtout pas mettre certains vêtements. Ou l'été, je mettrai pas des shorts parce que j'ai pas un corps approprié. Fait que ça, au final, ça contrôle énormément la vie des gens. Puis c'est ça, je pense on le voit pas quand on est dedans, mais souvent quand on en sort, quand on prend un petit peu de recul, là, on voit, OK, il y a beaucoup d'occasions que j'ai manquées ou de moments dans la vie que j'ai passé à côté parce que je pensais trop à de quoi j'avais l'air, qu'est-ce que j'allais manger, qu'est-ce que j'allais préparer. Donc ça, je trouve ça triste de le regarder avec mes clients quotidiennement. Absolument. C'est comme une charge mentale super importante aussi quand on s'en rend compte là, à quel point il faut toujours penser à ça, le nombre de pensées quotidiennes qui viennent tout influencer. Oui, absolument. Tu sais, l'impact sur les activités quotidiennes, tu sais, moi, j'ai un background en ergo, là, justement, puis je pratique plus, là, mais tu sais, ce qu'on faisait, c'était qu'on évaluait l'impact d'une condition sur les activités de la vie quotidienne, tu sais. Puis, tu sais, ça peut carrément empêcher quelqu'un de prendre part à des activités ou d'y prendre part avec tout le plaisir qu'elle pourrait avoir, justement, tu sais.
Ben je vais pas y aller au party avec mes amis parce qu'en ce moment, j'aime pas mon corps, il y a rien qui me fait bien. Je veux pas me faire prendre en photo avec mon bébé. Tu sais, je préfère prendre en photo tout le temps le bébé dans les bras du papa parce que j'aime pas mon corps post-grossesse, par exemple. Puis après ça, comme quand l'enfant est plus vieux, là, j'ai pas de photo de moi avec mon enfant. Tu sais, j'imagine que c'est quelque chose que tu as déjà entendu en clinique. Moi, j'ai lu des témoignages par rapport à ça. Mais c'est vraiment, oui, puis la charge mentale, ce que ça fait, tu sais, non seulement ça nous empoisonne, puis ça fait qu'on a de la misère à avoir du plaisir, puis ça amène une charge mentale additionnelle. Tu sais, quand on prend une tâche comme, par exemple, s'habiller, ça peut être, tu sais, on peut dire, il n'y a rien là, s'habiller, si, mettons, physiquement, tu n'as pas de limitation, c'est pas un problème. Mais si tu es en train de remettre en question, oui, mais de quoi j'ai l'air là-dedans? Mais là, est-ce que ça fait que mes hanches ont l'air plus grosses? Est-ce que je vais avoir l'air de ça si je suis assise? Je vais avoir un pli, un bourrelet, blablabla? Ça devient extrêmement lourd. Puis au-delà de ça, c'est de l'espace mental qu'on n'accorde pas aux choses qui pourraient vraiment faire du bien à notre santé, puis aux choses aussi qui pourraient vraiment, qu'on pourrait vraiment accomplir. Tu sais, est-ce que, par exemple, je suis quelqu'un qui aimerait ça se lancer en affaires, mais toutes mes pensées sont prises par la culture des diètes? Est-ce que j'aimerais ça passer plus de temps avec mes amis, mais je suis brûlée, rendue le week-end parce que j'ai passé la semaine à me battre à tous les jours avec ces pensées-là. Qu'est-ce que je vais manger? Je vais-tu m'entraîner? Fait que je pense que ça nous empêche d'être... Tu sais, le fameux, la meilleure version de nous-mêmes, là, qui est un peu, qui nous est poussé là, par la culture des diètes, ça nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes parce qu'on consacre beaucoup trop d'énergie à des choses qui, finalement, nous servent pas, nous rendent pas service. Je pense que c'est un pensée-y bien aussi, des fois, pour les gens qui contemplent l'idée de, tu sais, ça commence des fois insidieusement, justement, même à l'adolescence, avant le bal de finissant. Absolument. Ou avant certains moments comme ça. Il y a beaucoup de gens, je pense que tu pourras en témoigner aussi, qui disent, quand j'étais jeune, ça a commencé, puis dans le fond, quand je regarde les photos, j'étais tellement correcte, dans le fond, puis pourquoi j'ai commencé ça? Mais dans le fond, des fois, c'est d'essayer de bien s'informer, puis de sensibiliser les jeunes aussi autour de nous à toute cette influence-là, puis dans le fond, cette industrie-là veut beaucoup plus notre argent que notre bien-être, bien sûr, là. Donc, d'essayer de penser à ça aussi, puis des fois, je trouve que les gens réalisent pas, ils veulent s'embarquer là-dedans pour essayer de perdre du poids, mais souvent, on voit aussi que quand on en perd, on en reprend un petit peu, on en reprend plus, puis le fameux effet yo-yo, des fois, il y a des gens qui prennent plus de poids à long terme à essayer de perdre du poids que s'ils n'avaient pas changé cette manière-là d'être par rapport à leur alimentation, à leur activité physique, dans le but, justement, de contrôler leur poids et leur apparence. Donc, c'est pas si banal que ça, dans le fond, les conséquences. Puis il y a des... Oui, non, vas-y. Mais moi, c'est aussi, avec l'effet yo-yo, juste en général, c'est tout l'élément comme émotif, parce que, comme on a dit au début, la responsabilité sur la personne. Donc là, je perds du poids, là, j'en regagne que j'ai fait pas correct. Tu sais, ça, c'est... Moi aussi, je le vois en clinique, à quel point ça peut provoquer de la détresse, de la culpabilité. Les gens, ils comprennent pas, puis c'est vraiment difficile, puis c'est insoutenable aussi comme rythme de vie. Absolument. Donc là, même au niveau alimentaire, énormément de culpabilité. Donc, effectivement, il y a cet élément-là aussi, oui, physique, mais même au niveau psychologique, émotif, c'est très difficile pour les gens. Je sais pas pour toi, mais moi, il y a une époque de ma vie où est-ce que tous les livres que je lisais étaient en lien avec ça, tous les balados que je consommais, mes médias sociaux, les pages que je suivais étaient beaucoup en lien avec ça. J'ai jamais été aussi peu informée sur ce qui se passait dans le monde que quand j'étais consommée par la culture des diètes, parce que tout passait par là. Je consommais pas autant de culture pour le plaisir non plus, même juste un livre pour le plaisir, genre quoi? Ben non, je vais lire un livre qui va m'apprendre à resetter mon métabolisme, puis en vacances, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi, ça enlève une espèce de joie, puis ça monopolise notre attention qui pourrait être tellement plus bénéfique ailleurs, tu sais. Absolument. Puis dans le fond, même si là, on vient de parler un peu des conséquences, on comprend que la culture des diètes peut avoir des conséquences négatives. Malgré tout, c'est pas évident de faire taire toutes les règles dans nos têtes qui sont là depuis des années, qui sont difficiles à déconstruire aussi. Et justement, il y a beaucoup de mythes qui peuvent entretenir certaines peurs et puis faire en sorte que finalement, on veut pas arrêter ou que la culture des diètes continue d'avoir une emprise sur nous. Donc, j'ai quelques questions que les gens se posent souvent, dont j'aimerais ça qu'on discute. Puis ça va permettre justement de déconstruire certains mythes qui peuvent être entretenus par la culture des diètes. Donc, je pense un classique. Est-ce qu'on risque de trop manger ou de se mettre à mal manger si on s'écoute davantage et qu'on est plus dans la bienveillance, qu'on suit moins les règles, qu'on mange plus à certaines heures, qu'on n'a pas de cheat day? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce que tout à coup, on va mal aller? Je me dis, tes DM doivent être pleins de ça. Genre, ta section message, Marjolaine. Oui, c'est beaucoup. Puis je trouve que c'est une question qui reflète bien, comme tu as dit, les préoccupations des gens. Parce que moi, ce qui me fait accrocher dans la question, mal manger, mais c'est quoi mal manger? Souvent, on va peut-être penser justement à des aliments plus gras, plus sucrés, plus salés. Oui, c'est sûr que quand on suit des règles très strictes,
ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir un attrait pour les aliments, justement, qui sont très sucrés, très gras, très salés, parce qu'ils sont interdits. Tu sais, si on mange tout le temps des fruits et des légumes, ben on n'a pas nécessairement un attrait très grand pour ça. C'est très banalisé comme aliment. Fait que souvent, oui, les gens vont avoir des pertes de contrôle pour ces aliments-là, mais c'est qu'ils sont très restreints. Donc là, on a l'impression de dire, ben si j'ai plus de restrictions, je ne vais manger que ça. Mais ça, c'est un mythe, oui, effectivement, qui est très persistant. Parce que quand on enlève cet attrait-là pour l'interdit, il y a un travail à faire, bien évidemment. Puis j'accompagne, moi, justement, des gens à faire ça parce que ça peut être un peu effrayant de dire j'ai plus aucune règle. Mais quand il y a un accompagnement ou quand il y a un travail qui est fait à ce niveau-là, bien, on va voir la pomme, le chocolat, le sac de chips, le céleri, tu sais, tout sur le même pied d'égalité. Puis c'est juste qu'ils remplissent des besoins qui sont différents. Donc, j'ai peut-être besoin de réconfort, j'ai besoin d'une collation qui se transporte bien en transport en commun. Donc, non, il n'y a pas, en enlevant les règles, puis en s'écoutant un peu plus, en écoutant nos envies, nos besoins, bien, ma clientèle, moi, ils n'ont pas cette perception-là de dire « mon alimentation est rendue donc bien mauvaise », en guillemets. Ils sont satisfaits de ce qu'ils mangent, ils se sentent bien, ils nourrissent leur corps, leur papille. C'est vraiment l'individu en entier là, qui est considéré. Oui, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup, justement, comme tu dis, selon quel paramètre, là, bien manger. Puis, tu sais, moi, j'ai pas tes qualifications, ton expérience en clinique. Moi, juste mon expérience personnelle, je sais que ce qui est arrivé, c'est que il y a peut-être une période où est-ce que je me suis comme amusée à pas mettre de limites, si je peux dire, puis, tu sais, à avoir sous la main des aliments que j'achetais pas avant. Puis il y a eu des moments peut-être où je l'ai regretté, ouais, j'en ai peut-être allé un peu fort, j'en ai peut-être mangé un peu trop de chips que normalement j'achetais pas et tout ça. Mais ça, pour moi, je vois pas ça comme des échecs, je vois ça comme des expériences, comme de la collecte de données, un peu comme du data encore. Je vais chercher une autre expérience, c'est comme, tiens, fait que quand je mange un sac de chips pour souper, au lieu de me faire un repas qui me ferait peut-être plus de bien, qui me soutiendrait plus longtemps, je me sens pas super bien après, puis ça n'a rien à voir avec la culpabilité, c'est vraiment juste comme mon niveau d'énergie n'est pas optimal. Puis au même titre que, tu sais, je suis capable de faire des choix maintenant comme, tu sais, mettons, j'ai un gros après-midi, tu sais, puis j'étais, je sais pas, au resto avec des collègues, peut-être le burger, le VG burger, c'est pas ça qui va me donner le plus d'énergie. Je vais peut-être prendre une espèce de bol avec des grains parce que c'est peut-être pas l'affaire la plus décadente en ce moment, là. Mais je sais que ça va me donner de l'énergie. Puis ça aussi, ça fait partie, comme, tu sais, de faire des bons choix, des fois. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de reconnaître ça, mais d'être capable de faire des choix qui sont bienveillants pour nous, tu sais. Pas juste comme en ce moment, c'est bon, c'est ça que je veux, mais aussi penser un peu comment ça va nous faire sentir, au-delà de la culpabilité de ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, mais juste de comment ça va me soutenir. Puis des fois, on me pose la question, c'est quoi pour toi comme bien manger? Puis tu sais, moi, en fait, c'est de nourrir mon corps, tu sais, que le repas, je veux qu'il soit bon. Puis tu sais, c'est beaucoup ça que je fais dans mon travail. J'essaie de montrer aux gens comment rendre les choses plus savoureuses aussi. Fait que je veux que le repas soit bon, comme qu'il m'apporte de la satisfaction. Et je veux qu'il me soutienne jusqu'au prochain repas ou à la prochaine collation. Et que je puisse penser à d'autres choses que la bouffe. Moi, c'est vraiment comme... C'est là que j'ai su que j'avais plus préparé ma relation avec la nourriture. Puis c'est là que je sais que j'ai comme bien planifié mes repas, puis j'ai fait des bons choix. J'ai même, à la limite, je traîne une barre de protéines dans ma sacoche parce que je sais pas à quel moment je vais pouvoir manger. Puis ça va peut-être me créer de l'anxiété de penser que peut-être je trouverai pas quelque chose de vegan sur place, blablabla. Fait que je sais que quand je suis capable de penser à d'autres choses puis de vaquer à mes occupations en ayant de l'énergie puis ça me soutienne, je sais que je fais quelque chose de correct, tu sais. Puis ça se vit, tu sais, j'ai l'impression. Oui, mais si je peux me permettre comme clinicienne. Ben oui, mais ça, je pense, juste pour pas que les gens aient l'impression que, tu sais, c'est le modèle à suivre, c'est que les besoins sont très individuels. Oui, fait que, tu sais, il y a des gens, puis quand on parle de besoins, mais comme j'ai dit, j'ai peut-être besoin d'une collation qui se traîne bien dans un sac. Fait que, tu sais, une orange à manger dans le métro, c'est peut-être pas, tu sais, l'aliment est peut-être considéré, entre guillemets, comme bon, mais il répond pas aux besoins de la personne. Fait que, tu sais, si là, toi, tu as identifié, ben mes besoins, c'est ça, puis quand je vais au restaurant, mon besoin, c'est X, Y, Z, mais c'est pas des besoins, c'est pas des comportements qui sont rigides, puis c'est très individuel. Fait une journée de fin de semaine pourrait être différente aux besoins d'une journée de semaine, d'une journée de meeting, d'une journée, peu importe, avec des enfants ou en sortie. Fait c'est beaucoup de flexibilité à avoir. Puis je pense que c'est là que les gens, des fois, ça les inquiète un peu parce que là, ils sortent d'un cadre. On est habitué de se faire dire quoi faire. Fait que là, dire, OK, mais là, c'est quoi ton besoin? Beaucoup de mes clients sont comme, je ne sais pas, OK, on va l'explorer. Puis ton exemple, par exemple, de manger un sac de croustilles, de dire ça me fait pas sentir bien, mais ça, tu sais, justement, l'aliment, il n'a pas répondu à ton besoin. Exact. Donc, comme clinicienne, ça serait de dire, c'est quoi ton besoin le soir, par exemple, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce besoin-là. Puis au final, il n'y a pas de bons, de mauvais aliments, de bonnes options. C'est juste, quelles options vont répondre à ce besoin à ce moment-là. Mais
Exact. Très individuel, là. Oui, puis pour la même personne, ça change d'une journée à l'autre, d'une saison à l'autre. Tu sais, les envies qu'on a l'été versus quand c'est la saison de la courge, là, tu sais. Oui, oui. C'est la même chose. Puis moi, j'aime bien l'idée d'apprendre puis de voir ça comme des essais-erreurs aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression que cette période de temps-là d'ajustement que ça peut prendre quand on passe d'une structure très, très encadrée avec des règles vers plus quelque chose d'intuitif ou qui répond à nos besoins ou qui revient à s'écouter soi-même, ben il faut pas voir ça comme une période où ça va mal aller, où ça va tout nuire à notre santé parce que dans le fond, c'est X semaines, mais qui est un cadeau qu'on se fait pour la vie, finalement. Donc, c'est beaucoup plus positif de se dire, bon, je me permets des ajustements, peut-être que ça sera pas parfait, ça se peut que je mange plus des aliments que je me suis interdit avant, mais si je fais ça pendant quelques mois versus me priver, après ça, avoir plein de compulsions, vivre plein de problématiques, de culpabilité par rapport à tout ça, ben ça vaut la peine de prendre ce temps-là aussi. Puis je pense qu'il faut pas oublier que manger, ça répond pas juste à des besoins nutritionnels non plus, tu sais, ça répond à des besoins sociaux, de réconfort, il y a des traditions là-dedans, donc tous ces besoins-là sont respectables et honorables aussi, puis ça fait partie d'une saine alimentation, d'avoir du plaisir à manger des aliments différents selon les saisons. Puis justement, comme tu disais, Marjolaine, plus on met les aliments sur un même pied d'égalité, bien plus on va avoir du plaisir à manger la recette de soupe de notre grand-mère et de la crème glacée l'été. Donc, tous les aliments peuvent nous procurer du plaisir. Puis je pense que ça aussi, c'est un élément des fois qu'on a tendance à oublier. On a tendance à dire « Ah mon Dieu, moi, ce que j'aime, ce qui me fait plaisir, c'est du chocolat, des chips, des frites. » Mais on avait fait à un moment donné une dégustation audio dirigée, là, puis on faisait manger, oui, du chocolat pour apprendre à le déguster vraiment en pleine conscience, sans se sentir coupable en le mangeant vite, en se disant « Mon Dieu, il faut que ça finisse, j'aurais pas dû, j'ai triché, j'ai mangé toute la tablette. » Mais en prenant le temps de le savourer, puis ça fait vraiment une expérience différente. Puis à l'inverse, on avait fait aussi un enregistrement pour déguster des raisins. Puis c'est moi qui mangeais pendant que la personne parlait. Puis je me rappelle comment c'est les meilleurs raisins que j'ai mangés de toute ma vie parce que je prenais vraiment le temps, tu sais, de les goûter, de sentir le jus, le croquant, tout ça. Fait que souvent aussi, on a tendance à manger des aliments qu'on s'interdit pas de façon un petit peu machinale, puis de réapprendre à avoir du plaisir puis à savourer aussi des aliments qui sont jugés plus santé, entre guillemets. Là, j'aime pas cette dichotomie-là. Mais tu sais, des fois, de ramener aussi le plaisir de manger des aliments du quotidien, je pense que ça peut être une bonne façon de tranquillement se réconcilier. C'est une bonne toast, là. Oui. Mais c'est vrai, puis moi, j'ai un fixe sur les raisins verts en ce moment. Je sais pas pourquoi ils sont bons cette année. Une bonne année pour les raisins verts, 2025, on va se le dire. Mais puis c'est le genre d'affaire que, mais là, tu sais, c'est des fruits, fait que ça, c'est ma portion de fruits. Non, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai hâte de manger mes raisins verts, ils sont tellement bons. Fait que je pense ça, de redévelopper une confiance en soi, tu sais, en ses choix, je pense que ça doit être un processus qui, justement, que t'accompagnes beaucoup les gens cliniques là-dedans. Là. Vraiment, mais j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit pour les aliments, justement, plus du quotidien ou les aliments, tu sais, jugés, entre guillemets, santé, parce que c'est effectivement quelque chose que mes clients vont avoir de la difficulté, des fois, à intégrer soit des fruits ou des légumes ou veulent le faire, puis c'est ça, ils trouvent ça difficile parce qu'ils ont compris qu'ils devaient les manger nature ou que, tu sais, vapeur, pas plaisant. Puis là, justement, quand on s'autorise à faire des recettes qu'on aime ou d'avoir des trempettes, des vinaigrettes, ou tu sais, vraiment une variété d'assaisonnement puis de préparation, mais là, ils ont du plaisir à les manger au lieu que ce soit vu comme punitif. Fait qu'effectivement, je trouvais que c'était intéressant comme commentaire. Un petit truc à essayer. Oui. Là, t'en as un peu parlé tantôt, Caroline. On entend souvent, justement, si j'ai des chips chez moi, ben là, je passe à travers le sac, alors j'évite d'en acheter à l'épicerie. Comme ça, c'est sûr que je vais être plus capable de me contrôler. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie pour avoir une alimentation équilibrée? C'est souvent quelque chose, évidemment, que les gens peuvent penser. Ben moi, je peux juste parler par mon expérience, mais, tu sais, puis je pense que je suis pas la seule à témoigner de ça, mais tu sais, j'ai été longtemps à pas avoir ces aliments-là chez moi, après ça, à les avoir, puis à avoir une diversité d'expériences avec ça, tu sais. Comme justement, des fois, de les manger rapidement pour qu'ils disparaissent un peu comme ça. J'ai plus comme l'espèce de pression de me gérer autour de cet aliment-là, tu sais. Mais j'en suis à un point maintenant, après plusieurs années, tu sais, où est-ce que je dirais la plupart du temps, tu sais, j'achète ces aliments-là quand j'en ai envie, puis je les consomme d'une manière qui me rend à l'aise. Tu sais, je sens pas comme une perte de contrôle autour de ça. C'est vraiment lié à du plaisir, puis c'est lié à combler des envies, puis tu sais, vraiment comme associé à des beaux moments avec des gens aussi ou seul et tout ça. Fait que tu sais, moi, je suis à l'aise avec ça, puis je serais pas à l'aise de m'interdire certains aliments. Mais je pense que Marjolaine, avec ton expérience clinique, pourrait plus contribuer là, de ce que tu observes. Oui, bien, effectivement, on en a parlé un peu tantôt de la restriction. Donc, tu sais, si je vous dis en ce moment où les gens qui écoutent, tu sais, pensez pas un ballon bleu, tu sais, vous pensez tous à un ballon bleu. Fait que, je peux te le décrire. Fait que, tu sais, si on s'impose comme restriction, faut pas que je mange des chips, faut pas que j'en mange, bien, ça devient très obsédant vu que c'est interdit. Donc, il y a un grand attrait pour l'aliment. Donc, on risque d'en acheter, de le manger très vite, justement, vouloir le faire disparaître.
Et ça entretient justement l'idée que je ne suis pas capable de me contrôler avec les chips, je dois me priver. Quand je travaille ça, moi, avec les gens, idéalement, on essaie de venir un petit peu quantifier, mettre un ordre de à quel point l'aliment, pour nous, il est interdit. Donc, si les chips, pour nous, c'est un interdit 10 sur 10, dès qu'ils en ont, on les mange, on va peut-être pas commencer à réintroduire cet aliment-là. Puis souvent, je pense que c'est ça que les gens ils font. Ils ont tellement hâte de se mettre à manger des chips et des aliments comme ça qui s'interdisent, qui en achètent, passent au travers et disent, bon, l'alimentation intuitive, ça marche pas. Donc, si généralement, on commence avec un interdit qui est plus faible, la personne développe une relation de confiance en son corps, en ses capacités, en ses envies, de dire, mais je réalise que j'ai pas à contrôler l'aliment, je suis capable par moi-même de reconnaître que j'aime l'aliment, mais en ce moment, ça me tente pas. La quantité que je mange habituellement en ce moment va peut-être pas répondre justement à mon besoin, mon envie. Donc, on y va de cette façon-là progressive. Donc, ultimement, les chips seraient peut-être très élevés, mais quand on va être introduit, la personne a beaucoup d'expériences positives avec son corps, ses besoins, ses envies, de dire, mais j'ai confiance que je suis capable d'en réintégrer des chips, puis je vais pas passer à travers les sacs. Ah, c'est intéressant, la gradation. Oui. Puis j'aime ce que tu dis aussi là-dedans, ça montre aussi à quel point il y a du travail à faire en arrière de ça, puis c'est aussi la culture des diètes, c'est faites pas d'efforts, ça va être facile, ça va marcher, tu sais, de retravailler sa relation avec la nourriture, ça demande des essais, c'est sûr qu'il y a des erreurs là-dedans, puis qu'on apprend, puis que ça nous permet après ça d'avoir une meilleure relation à plus long terme, mais il faut accepter aussi que ça sera peut-être pas si facile, puis que c'est normal que ça fonctionne pas nécessairement du premier coup, puis justement d'aller chercher de l'accompagnement de professionnels de la santé pour se faire aider, dont les nutritionnistes, entre autres aussi, c'est vraiment une bonne avenue. Maintenant, au niveau activité physique, souvent les gens ont envie de se motiver justement avec l'objectif en tête de perdre du poids, mais comment on peut se motiver à faire de l'activité physique justement si on n'a plus d'objectif de perte de poids ou de calories à brûler? Bien, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est plus pourquoi on veut faire de l'activité physique. Est-ce qu'on sent justement qu'on doit en faire? Fait que là, des fois, on peut déjà avoir une résistance de dire, bien, j'ai pas envie d'en faire parce que je me sens obligée d'en faire. Fait que, tu sais, revoir un peu qu'est-ce qui nous donne envie. Est-ce que c'est parce qu'on a des petits-enfants puis on veut pouvoir courir avec nos petits-enfants, rester en forme? Est-ce que c'est parce qu'on a une maison à étage puis on vieillit puis on va être capable de monter notre maison à étage? Fait que moi, on dirait que c'est plus de revoir dans quel but ou socialiser. Tu sais, j'ai beaucoup de gens, moi, retraités que je rencontre, puis c'est un aspect social, l'activité physique. Donc, quand on revoit, je trouve, le désir de pourquoi, mais souvent, justement, on a une motivation, on a une raison de bouger qui est peut-être un peu plus saine, puis qui nous permet de continuer aussi à bouger, là. Vraiment. Puis aussi, je pense que moi, mon expérience, c'est que quand j'étais vraiment prise dans la culture des diètes, j'avais beaucoup appris à me déconnecter de mon corps. Puis à la base aussi, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on est quelqu'un qui est peut-être moins connecté à notre corps. Il peut avoir des traumas, mais tu sais, juste avec la neurodivergence, on le sait qu'on a une interoception ou tu sais, la perception, la proprioception, puis tu sais, toute la perception du mouvement, puis de notre corps, c'est quelque chose souvent qui est un petit peu moins bien intégré. Tu sais, on est plus alerte face à ce qui se passe à l'extérieur. Fait que je m'étais beaucoup déconnectée des sensations de mon corps au point où, tu sais, quand je faisais de l'activité physique, tu sais, je pouvais aller dans quelque chose qui me faisait quasiment mal, puis tu sais, aller tout le temps, pousser tout le temps trop loin, puis pas me faire du bien, mais tu sais, pas tant m'en rendre compte au même titre que tu te rends plus tant compte que tu as faim puis que tu manques de quelque chose. Fait que pour moi, ça a beaucoup passé à me reconnecter à ça puis à dire, mon Dieu, mais je me sens tellement bien après avoir comme pris cette marche-là dans le parc, puis mon Dieu, mais je me sens tellement bien après avoir pris 5 minutes pour m'étirer. Puis c'est vraiment d'amener mon attention sur comment je me sens dans mon corps. Pour moi, ça a vraiment fait partie du processus parce que c'est quelque chose que, tu sais, je m'étais beaucoup déconnectée de ça. Puis ça a été après ça, tu sais, puis on le répète, mais encore là, tu sais, quand on regarde du côté de ce que la science nous dit, on le sait qu'il y a des facteurs qui vont faire en sorte qu'on va être le plus régulier dans l'activité physique. C'est si on a du fun à le faire, si on a du plaisir, puis ça, tu sais, c'est prouvé, c'est pas juste comme une idée comme ça, on le sait, ça a été démontré. Puis, tu sais, c'est dur après ça tu sais, un peu comme avec les aliments en version santé. Hey, non, mais c'est-tu bon, je sais pas, un brownie cru, tu sais, aux dattes? C'est comme, oui, moi, honnêtement, je trouve ça encore très bon. Puis je m'en fais des fois, mais si j'ai envie d'un brownie comme plus, comme traditionnel, tu sais, ça ne va pas répondre aux besoins. Bien, c'est un peu la même chose, je trouve, avec l'activité physique, tu sais, comme comment ça nous fait sentir, justement, comme, faut qu'on réapprenne à dire, bien, finalement, tu sais quoi, moi, aller faire du yoga dans un centre de yoga, j'en ai fait longtemps, j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça, mais je me faisais croire que j'aimais ça. Mais c'est pas, j'ai rien contre le yoga, c'est juste le setup ou tout ça, mais d'en faire chez moi, ça, je me sens bien, tu sais. Fait que c'est vraiment de trouver ce qui nous fait du bien, pas ce qu'on pense qu'on devrait aimer. Faire de la course à pied, j'en ai fait longtemps.
en ce moment, c'est pas vraiment ça. Je préfère la marche, tu sais. Puis, tu sais, la culture des diètes nous fait croire beaucoup que la marche, ça compte pas. C'est pas une vraie activité. Ou si on en fait, c'est 10 000 pas. Ah, au moins, tu sais, calculer, là, tu sais, vraiment, puis partager des badges de succès, puis tout ça sur une app. T'sais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment de me reconnecter avec des choses que j'aime pour vrai. Puis souvent, c'est juste de reprendre l'habitude. Fait que, tu sais, moi, une stratégie qui m'a beaucoup aidée, c'était de dire, OK, ben, je vais m'habiller pour faire du sport. Tu sais, que je sors de la maison ou pas, je vais mettre des vêtements de sport. Puis, je vais voir comment je me sens. Parce que des fois, c'était juste, là, ça me tente pas. Fait que là, blablabla. Fait que là, faudrait que je m'habille, mais là, qu'est-ce que je vais porter? Fait que souvent, je m'habille pour aller marcher ou courir. Puis je vois comment je me sens. Tu sais, je commence à me déplacer. Puis je suis comme, aujourd'hui, j'ai envie de faire des petits intervalles. Puis j'en fais. Puis d'autres journées, je suis comme, tu sais quoi? Non. Je vais juste aller à l'épicerie acheter ce qui me manque pour souper, puis je vais revenir chez nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se donner encore là, c'est des essais-erreurs. Puis ça sera pas toujours la même chose à tous les jours, puis à toutes les saisons. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça. Mais je pense de se reconnecter avec comment on se sent dans notre corps, c'est un processus souvent qui va devoir se faire avec un accompagnement en thérapie. Mais juste des fois, d'en prendre conscience, je pense que ça peut aider beaucoup. Puis essayer différents sports. Tu sais, il y a beaucoup de sports, je pense, qui sont associés plus... j'ai commencé ça jeune, donc, tu sais, je vais dire, mettons, le soccer, le hockey, ou tu sais, des sports d'équipe comme ça, c'est comme, j'ai fait ça jeune, mais là, rendu à mon âge, tu sais, je suis trop vieux, je suis trop vieille, mais, tu sais, il n'y a pas d'âge, c'est un nouveau sport, de juste, un peu comme tu dis, oui, trouver ce qu'on aime, mais c'est pas juste du gym ou du yoga ou de la marche, de la course, c'est une variété de sports qui existent puis qui peuvent être intéressants, puis même si on est complètement... débutants, ben il y a des groupes débutants, fait que d'essayer des choses puis d'élargir les horizons, il y a vraiment une variété d'activités qui peuvent être intéressantes. Là. Vraiment. Très bonne piste. Merci pour cette question-là. Puis là, une autre dernière question que je pense que les gens aussi vont bien se reconnaître. Est-ce que c'est une bonne idée de garder nos vêtements trop petits en se disant que ça va nous motiver à perdre du poids parce qu'on veut réussir à les reporter? Ben moi, non. Bien évidemment que non, c'est pas nécessairement une stratégie que je conseille. La seule, des fois, parenthèse que je mets, c'est que moi, j'ai beaucoup de clients le poids va fluctuer, que ce soit pour des raisons hormonales, des stades de vie et tout ça, puis qui ont peut-être pas les moyens financiers de se racheter une garde-robe. Fait que ça, on dirait que c'est la seule parenthèse que je dis. Mais encore là, la motivation, tu sais, dans la question, je pense que c'est important. La motivation, c'est pas je les garde parce que je vais les réessayer à chaque lundi, mes pantalons, savoir si je rentre dedans. C'est plus je les garde parce que je sais que mon corps va fluctuer après ma grossesse ou après ma ménopause ou dans tel cadre de peu importe. Fait que ça, j'ai pas de problème, mais effectivement, de garder des vêtements juste pour les réessayer, voir si ça fonctionne. Puis si on a vraiment perdu du poids, on le sait que le corps va varier, va se modifier au courant de la vie. C'est pas une stratégie de motivation nécessairement qui est intéressante, surtout qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur comment ça va se modifier là, au fil du temps. Oui, moi aussi, je pense que c'est beaucoup ce constat-là que j'ai fait aussi pour avoir essayé un peu tout ça, tu sais, justement, de me débarrasser des trucs. Puis je me suis rendu compte comme que quand je vivais comme, disons, ma best life, là, tu sais, quand j'ai une vie où est-ce que j'ai l'impression que je me nourris bien, que je bouge régulièrement, que je m'écoute, que j'ai des habitudes qui me font vraiment du bien, ben mon poids, il va varier. Je pense que la constante pour moi, c'est que mon poids va fluctuer, entre autres avec les saisons, les changements hormonaux dans le même mois. T'sais. Fait que, moi, une stratégie qui a fonctionné, c'est d'avoir, par exemple, j'ai pas une paire de jeans noirs, mais j'en ai comme de 2 tailles différentes. Encore là, c'est un privilège là, d'être capable. Puis même, des fois, il y a des modèles de vêtements que j'aime, puis tu sais quoi, je vais l'acheter en 2 tailles, celle-là, parce que je sais que je vais le porter à différents moments. C'est pas accessible à tout le monde, mais je pense que c'est cette notion-là à garder en tête. Mais en étant réaliste, par contre, des vêtements vraiment trop petits, tu sais, je me suis beaucoup débarrassée de vêtements que je portais quand j'étais peut-être au plus malsain de ma relation avec l'alimentation et l'activité physique, là où j'étais à mon poids le moins élevé. Puis j'ai trouvé ça très troublant de voir à quel point, tu sais, c'était vraiment quelque chose qui était tellement loin de mon corps actuel. Puis ça, pour moi, ça a été thérapeutique de m'en départir parce que j'étais comme, c'était pas la version de moi qui prenait soin d'elle, tu sais, qui portait ces vêtements-là. Mais j'accepte non plus que c'est pas comme juste une seule taille. Maintenant, c'est ça ma taille, puis j'accepte que peut-être ça va augmenter, peut-être ça va diminuer. Mais le lâcher prise par rapport au poids est déjà difficile à la base, mais il y a des considérations pratiques comme les vêtements à garder en tête. Mais je pense que c'est vraiment de rester bienveillant, puis de lâcher prise aussi justement des vêtements qui peut-être qu'on portait quand c'était vraiment quelque chose qui était très restrictif. Ça, peut-être que c'est pas une bonne idée de les garder. Parce que les chances que notre corps fluctue dans ce sens-là, alors que, disons, on essaie de mettre en place ce qui nous fait du bien, c'est peut-être moins possible, moins plausible, mais encore là, je pense que c'est très personnel aussi. Là.
Ben, je pense, entre autres, tu parlais, puis je pensais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui gardent leur robe de mariage. Tu sais, un gros élément nostalgique. Bien sûr qu'on peut garder un vêtement dans un contexte nostalgique ou émotif ou associé justement à un beau souvenir. Mais encore là, c'est plus un élément nostalgique. C'est pas je garde ma robe de mariage puis je laissais à chaque année savoir si je rentre encore dedans. Là, fait que, ouais. Je me rappelle à l'adolescence, m'être acheté un genre de manteau... genre orage, là, c'était vraiment hot, là, avec des patchs carottés, puis tout. Puis il était vraiment trop petit parce que c'était le seul qui restait sur le rack, puis il était en spécial. Puis je me souviens d'avoir eu la discussion avec mes parents, qui étaient comme, mais là, on va pas l'acheter, il est trop petit. J'étais comme, non, ça va me motiver. Puis mes parents, qui ont fait une bonne job de parents selon les connaissances qu'il y avait, étaient comme, ben OK, tu sais, fait qu'on va l'acheter. Je l'ai jamais porté, ce manteau-là, il m'a jamais fait, tu sais. Mais je me souviens que c'était comme, non, tu sais, c'est à partir d'aujourd'hui que les choses vont changer. J'ai un manteau pour me motiver, mais je confirme que j'ai jamais porté ce manteau-là. On le salue. On a fait le point sur plusieurs fausses croyances. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez voulu aborder, que vous voyez souvent, ou on a fait pas mal un tour des classiques? Les classiques, je pense, ont été bien, pour ma part, bien abordés. Là. Mais tu sais, moi, je pense que je sais pas à quel point c'est une croyance, mais tu sais, il y a quelque chose que je trouve important dans tout le discours autour de la culture des diètes, c'est d'apprendre à départager le travail qu'on peut faire comme personne, tu sais, sur notre image corporelle puis sur notre relation avec la nourriture, du travail qu'on doit faire collectivement aussi, entre autres pour tout ce qui est biais à l'égard du poids, tu sais, discrimination des personnes grosses, tu sais, toute la grossophobie, tout ça, puis l'impact de ça dans notre société, tu sais, souvent à des niveaux un peu plus institutionnels carrément, tu sais, mais fait que, tu sais, souvent, je vais dire aux gens, mais c'est super si toi, tu as réparé ta relation avec la nourriture, puis tu sais, si tu es à l'aise dans ton corps maintenant, c'est formidable, puis c'est super difficile. Mais ça peut pas s'arrêter là. Il faut que tu continues d'être une alliée pour les personnes qui, eux, vivent dans des corps encore plus gros, puis qui continuent d'être discriminées, qui n'ont pas accès à des emplois, qui n'ont pas accès à des soins médicaux de base, qui peuvent pas s'acheter des vêtements. Puis surtout, en ce moment, je sais pas si c'est quantifiable, mais je pense qu'il y a un certain recul. On le voit même dans l'inclusivité des vêtements. Beaucoup d'entreprises qui ont comme retiré leur section taille plus et tout ça. Fait que je pense que c'est d'autant plus important d'être des alliés pour les personnes qui sont plus discriminées que nous, parce que tant que les personnes les plus discriminées ne sont pas libérées de tout ça, ben cette idée-là va continuer à être véhiculée que, ben oui, c'est une question de mérite, le corps que tu as, puis ces gens-là, on a le droit de les traiter mal parce que c'est de leur faute. Si on continue de penser ça, ben on va le penser pour nous-mêmes aussi, puis on va continuer de penser qu'on pourrait donc être une meilleure version de nous-mêmes si on perdait du poids. Fait que, tu sais, puis juste la dignité puis l'humanité là, de base là, de tout le monde, peu importe son poids. Mais je pense que c'est une distinction qu'on fait pas assez souvent. Ben, avec Équilibre, je vois qu'on le fait de plus en plus. Puis c'est vraiment intéressant. Mais je pense globalement, puis je m'inclus là-dedans, dans le sens que j'ai pas toujours eu ce discours focusé là-dessus, mais j'essaie maintenant de plus ramener cet aspect-là aussi parce que travailler sur soi, puis entre autres dans un processus clinique thérapeutique, c'est énorme, mais il faut en parallèle, il y a d'autres travaux, puis c'est pas juste nous qui allons le faire. Il y a aussi les personnes qui prennent des décisions, les budgets, où est-ce qu'ils vont et tout ça, on le sait. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Ouais. Très bon point. Merci, bon ajout. Maintenant qu'on a fait le point justement sur plusieurs fausses croyances, par où on peut commencer concrètement si on se dit, bon, ben là, moi j'ai envie là, de changer mon discours intérieur, mais comment on fait taire ça, là, la voix rigide, culpabilisante de la culture des diètes, puis comment on laisse un petit peu plus la voix bienveillante prendre sa place? Bien, je pense qu'une des premières étapes, c'est de la reconnaître. La voix, justement, qui est comme culpabilisante. Puis souvent, j'ai beaucoup de mes clientes qui vont prendre cette voix-là un peu pour la leur. Donc, j'essaie vraiment de les séparer, de les dissocier. Donc, j'ai ma voix, puis j'ai la voix de la culture des diètes. Puis même, j'ai des clients qui leur donnent un nom. Là. Donc, vraiment, pour être capable de la reconnaître. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un point de départ de dire, ben est-ce que je suis capable de voir ou si j'ai l'impression que c'est mes pensées ou je reconnais même pas que je suis dans la culture des diètes ou que mes comportements, c'est ça. Puis c'est sûr que ça aussi, ça peut demander de l'exposition des fois à c'est quoi, ne pas être dans la culture des diètes ou l'alimentation intuitive et tout ça. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment un point de départ, le reconnaître. Reconnaître qu'est-ce qui vient, sur quoi elle va venir nous piquer, si on veut, ou nous challenger. Donc, est-ce que c'est des aliments en particulier, quels comportements, tout ça. Fait que, concrètement, nous, c'est vraiment
c'est vraiment comme ça que je vais le travailler. Donc, le reconnaître sur quoi, concrètement, va venir affecter la personne. Puis après ça, on va faire un gros travail d'éducation et d'exposition, de dire, on va l'essayer. Tu sais, ta petite voix malsaine te dit telle chose. Nous, on va essayer de faire le contraire, puis on va voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps à toi, dans ton expérience. Puis il y a un aspect aussi d'éducation qui vient avec ça. Donc, tranquillement, ils sont capables de développer, comme on l'a dit, des essais-erreurs, des expériences, puis dire, finalement, mon corps, il n'est pas si pire que ça. Fait que c'est un petit peu aussi de cette façon-là que la voix bienveillante prend plus de place. C'est vraiment par des expériences aussi, là. J'ai l'impression aussi, puis ça rejoint beaucoup ce que Marjolaine dit, mais avant de faire un changement, il faut être capable d'identifier ce qui nous fait... En fait, pourquoi on le fait pas, le changement? Puis souvent, c'est de nommer, OK, mais qu'est-ce que je gagne à continuer à adhérer à ça? Puis qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Puis on en a nommé quelques-uns. J'ai peur que... là, d'un coup, je vais me mettre à manger juste des chips, puis je vais me mettre à manger juste du chocolat puis des chips, puis je vais être en moins bonne santé. J'ai peur de prendre du poids, si j'arrête d'essayer de le contrôler. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Moi, c'est ce que je dis en conférence. Je fais une conférence pour les gens qui veulent végétaliser progressivement leur cuisine. Puis une des premières choses que je leur dis de faire, c'est de nommer c'est quoi les obstacles possibles qu'ils voient. J'ai peur de toujours manger la même affaire, j'ai peur que ça soit pas bon. Puis on fait une liste de ça. Puis s'ils ont des préoccupations, par exemple, en lien avec la nutrition, là, on va référer vers des ressources, aller les consulter ou des livres sur le sujet. L'idée, c'est que la personne, quand elle se lance les angles morts ont pas mal été couverts, parce que c'est beaucoup ça qui va nous empêcher d'avancer. Souvent, on le sait qu'on a peur de perdre quelque chose, puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, on a peur des risques. Donc, vraiment d'être capable d'identifier qu'est-ce que je gagne en ce moment. J'ai l'impression justement que si je laisse ça tomber, mon conjoint me trouvera plus sexy, mettons, puis peut-être que je vais perdre des relations sociales parce que mes amis, c'est tous des gens qui sont beaucoup là-dedans, est-ce que je vais m'isoler de ces gens-là? Fait au-delà des choses plus évidentes, des fois, il y a des motivations comme, des choses qui vont nous empêcher d'aller de l'avant, mais à un niveau un petit peu plus comme peut-être doux, parce que ça, c'est peut-être un gros processus là, de faire ça. Mais je dirais, vu qu'on passe beaucoup de temps sur les médias sociaux, de consommer du contenu qui nous informe sur ce sujet-là, des comptes comme le Groupe Équilibre, le compte de Marjolaine, mais aussi de s'exposer à différents types de corps, puis des personnes qui sont de tous les types de corps puis qui font pas juste militer pour exister, là, mais qui ont des vies aussi. Cette personne-là, comme, je sais pas, c'est quelqu'un qui aime ça étudier les insectes, ça donne que c'est une personne qui vit dans un corps gros, mais c'est pas ça comme toute sa vie, mais c'est juste comme d'être exposé à différents types de corps parce que dans les médias traditionnels, c'est un petit peu mieux maintenant, mais encore là, vraiment pas beaucoup. Ce qu'on nous montre, c'est toujours l'espèce de norme, en fait, qui est vraiment pas la norme. C'est un pourcentage minimal là, de la population qui a un corps qui ressemble à ce qu'on voit dans les médias traditionnels. Donc, juste d'exposer notre œil à ça via les médias sociaux, je trouve que c'est un outil. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Puis de pas hésiter à en parler, de nos peurs, justement. Et en ce moment, j'essaie quelque chose de nouveau. Ça me fait un peu peur d'en parler avec des gens de confiance. Il y a des groupes, des pages sur les médias sociaux, des forums qui peuvent être intéressants. Mais je pense que c'est de ne pas sentir qu'on est seul là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. C'est vraiment difficile. Puis je pense pas que c'est tout le monde qui est nécessairement disponible comme pour faire ce processus-là. Il y a des gens que c'est peut-être plus tard qu'ils vont pouvoir le faire. Peut-être qu'en ce moment, pour eux, ils ont trop à perdre. Puis c'est un processus psychologique qui est extrêmement inconfortable, je pense, quand on essaie quelque chose comme ça. Fait que, je pense que c'est pas... faut se donner peut-être une période de grâce puis dire, OK, je prends l'information. En ce moment, je suis au statut où je vais chercher de l'information. Puis quand je vais me sentir prête, je vais y aller. Mais je pense que de s'exposer à des informations, c'est déjà un bon point de départ, là. Puis peut-être pas viser la perfection. Des fois, on va être performant dans notre culture de diète, mais là, on va être performant dans notre plus l'être. Fait que d'accepter que des fois, ça se peut qu'on ait un petit peu un pied de chaque bord parce qu'on est en train justement de vivre une transition. Puis d'accepter, on parlait tantôt, on n'a pas appelé ça comme ça, mais le principe un peu du good enough, là. C'est pas obligé d'être parfait, mais de viser un peu plus un genre d'équilibre vers lequel on tend, même si on n'est pas encore rendu là. Je pense que c'est un bon point de départ aussi. Là, question très difficile, mais je pense qu'un des éléments, justement, qui fait peur, c'est d'avoir un corps sur lequel on n'a plus le contrôle, peut-être un corps qui ne correspond pas aux standards qui sont d'abord irréalistes de toute façon. Mais comment on peut faire pour être moins critique envers notre corps? C'est une bonne question. Bien, moi, en fait, je dirais...
j'aurais tendance à dire, puis c'est encore là, c'est juste mon expérience, mais je suis un peu moins critique envers mon corps, mais des fois, quand je le suis, c'est comme si c'était ça a moins d'impact sur moi. Il y a des journées où est-ce que je suis comme, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, là, non, me file pas en tout, là, on dirait que je me sens pas bien, mais tu sais quoi, c'est pas ça qui va m'empêcher de vaquer à mes occupations. Puis ça a beaucoup passé par redéfinir un peu... tu sais, mon identité à travers autre chose que comment je performais mon corps ou les activités physiques ou mon alimentation et tout ça. Tu sais, souvent, quand on se fie au feedback que nos amis vont nous donner, c'est comme... C'est rarement en lien avec notre corps. Ou du moins, si c'est ça, il faut se trouver des nouveaux amis. Ouais. Mais tu sais, les amis vont te dire « Ah, mais nos discussions sont stimulantes, tu me fais rire, je me sens comprise, tu sais, avec toi et tout ça. » Fait que j'essaie de m'assurer que ça soit pas compromis. Fait que est-ce que parce que j'ai une journée où je me sens pas bien dans mon corps parce que je suis ballonnée, ça va faire en sorte que mes amis vont avoir une moins bonne version de moi, parce que je vais être tellement préoccupée que je sais pas, je serai pas à l'écoute de leur, de ce qu'ils me racontent et tout ça. Fait qu'il y a ça. Puis une autre chose qui m'aide aussi, c'est que des fois, j'aime ça me rappeler à qui ça profite. Ça. Je me dis, en ce moment, il y a un monsieur riche qui va se mettre encore plus riche si je décide de refaire ma garde-robe, de m'abonner à un service en ligne de perte de poids puis d'acheter des suppléments. Il y a un monsieur riche qui va être plus, je dis un monsieur parce que c'est souvent ça, il y a un monsieur blanc riche qui va être encore plus riche. Il va avoir un plus gros bateau encore parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas une bonne journée. Fait que ça m'aide un peu parce qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule là-dedans, même si c'est vrai. Mais c'est d'accepter aussi que ça va fluctuer, mais de dire, ben gars, aujourd'hui, c'est pas super, mais je veux pas m'empêcher d'être la meilleure version de moi-même, entre guillemets. C'est-à-dire d'être disponible pour les autres, d'avoir du plaisir dans ce que je fais, malgré ça. Mais ça veut pas dire que c'est facile. Puis plus on est dans un corps qui est marginalisé, plus ça va être difficile de le faire parce qu'on va avoir des rappels constants. Quand on va être rendu à s'asseoir dans l'autobus puis que, je sais pas, on peut pas s'asseoir ou on a des bleus parce qu'il y a quelque chose qui nous rentrait dans la cuisse ou quand il y a des gens qui nous lancent un regard, c'est facile de dire « Ah ben non, t'as juste à comme pas y penser ». C'est plus difficile, tu sais. Mais déjà, moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide d'aller plus vers la neutralité, justement, tu sais. Bien, c'est aller vers ça aussi, un petit peu plus de revoir les attentes, parce qu'on parlait beaucoup, tu sais, le mouvement Body Positivity. Puis j'ai justement, dans ma clientèle, beaucoup de gens qui c'est ça qui ont impression, c'est soit je déteste mon corps, soit je l'adore. Mais c'est qu'on peut être critique envers son corps, puis je pense que c'est normal, tu sais, comme tu l'as nommé dans tes expériences, puis même dans les miennes, on a des journées où peut-être on a plus de difficultés avec notre corps. Mais je pense que c'est juste d'avoir une attente, c'est normal, c'est correct. C'est aussi de dire, ben après ça, est-ce que j'essaie activement de le changer, mon corps, ou je peux accepter que, ben aujourd'hui, j'aime pas mon corps, puis ça arrive des journées où est-ce que je l'aime moins. Fait que de pas viser être en amour complet avec son corps, c'est correct de dire, ben il y a des choses que j'aime pas de mon corps. Il me permet quand même de profiter de la vie, il me permet de faire d'autres choses. Je trouve ça difficile, mais c'est ça. Tu sais, la neutralité, un peu comme tu nommais à la fin, ça, je trouve que souvent, ça l'aide à faire un peu la paix avec son corps puis être un peu moins critique. Puis des fois, de se voir avec un peu, peut-être les yeux, comme si c'était nos amis ou les gens qui nous apprécient, qui nous voyaient, parce que souvent, tu sais, oui, on est un corps, puis je pense pas qu'on peut complètement se défaire de la pression d'une certaine apparence de notre société, mais si notre estime repose aussi sur d'autres choses que juste l'apparence, c'est nos forces qu'on est, pourquoi les gens nous apprécient, nos talents, notre capacité à se dépasser, tu sais, tout ça, ben ça peut faire en sorte que nos lunettes, quand on se regarde, sont peut-être un petit peu moins grises aussi, là. Oui. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a aidée, probablement, c'est la quarantaine. Là. Il y a une espèce de détachement aussi qui vient ou une confiance, je pense, qui peut venir avec le fait de gagner en maturité. Là. Mais tu sais, je le dis aux filles de 20, tu sais, j'ai des amis dans la vingtaine, puis j'essaie de leur casser les oreilles avec ça. Mais des fois, je leur dis, moi, des fois, le matin, tu sais, justement, quand j'ai pas une bonne journée côté image corporelle, je me dis, OK, aujourd'hui, est-ce que le monde a besoin d'une belle personne? Genre, c'est tout ça comme, tu sais, je pense pas qu'on ait toujours besoin d'avoir une mission. Je pense déjà juste d'exister puis de être nous, c'est déjà en masse. Là, mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup se driver par des missions. J'aime ça comme... Des fois, je me dis, OK, ma mission, c'était-tu qu'il y ait une autre magnifique personne sur Terre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui peut-être qui va apporter quelque chose, je sais pas, quelque chose de drôle, quelque chose de pertinent. Puis, je me dis, ben en ce moment, c'est pas ça mon rôle. J'ai pas signé pour être mannequin. Mettons, quand je filme mes vidéos puis là, de cuisine, puis je suis comme, hey, aujourd'hui, je me trouve vraiment pas cute. C'est pas grave, les gens sont là pour voir mes trucs, ils veulent savoir comment je fais cuire mon tofu. Genre, tu sais, je suis pas là pour faire un concours de mannequinat, tu sais. Fait que ça m'aide beaucoup, mais c'est venu tard dans la vie. Je pense que c'est avec l'expérience un peu aussi. Vers la sagesse tendre, vers la sagesse. Donc maintenant, un autre élément aussi que les gens, des fois, ont peur en abandonnant les règles, c'est de nuire à leur santé. Mais dans le fond, prendre soin de sa santé, qu'est-ce que ça veut dire réellement selon vous?
Mais moi, j'aime ça, puis j'en parle beaucoup dernièrement, mais tu sais, quand on parle de définition de santé, les gens, le discours populaire, la pensée populaire, c'est vraiment santé physique. Mm-hmm. Mais tu sais, dans la définition de l'OMS, là, il y a aussi, tu sais, tout ce qui est psychologique et social. Fait que quand on pense à la culture des diètes, on pense aux diètes, au régime, ben est-ce que ma santé sociale, elle va bien? Ben, tu sais, ça peut nous rendre plus isolés ou ça peut nous rendre justement incapables à participer à certains événements sociaux, même au niveau psychologique, on le dit, tout ce qui est culpabilité, à quel point la charge mentale, c'est prenant. Fait que de voir la santé comme un élément un peu plus global et pas juste comme un élément physique. Puis ça aussi, j'aime ça. Je fais toujours des petites activités avec mes clients. Fait qu'il y a un autre élément de réflexion des fois, mais c'est juste d'avoir un élément un peu de gradation, ben pas de gradation, mais de dire à quel point sur 10, chacun de ces éléments-là de la santé, à quel point il est élevé. Puis là, de dire, ben quand je fais une diète, OK, j'ai l'impression que santé physique est à 10, mais social, il est à 1, mental, il est à 1, financier, il est à 1, parce que là, ça coûte cher, tous les suppléments que je dois acheter. Alors que si je fais un autre changement, mais peut-être que j'ai l'impression que physique est réduit, mais encore là, souvent, c'est un mythe, mais social monte. Fait que plus voir comme j'ai une moyenne. Puis souvent, ben, on se rend compte que ben, finalement, ma moyenne est beaucoup plus intéressante quand je m'éloigne des diètes puis de la culture des diètes que quand finalement je fais un régime qui est plutôt strict. Là. Puis moi, je trouve aussi dans la façon de percevoir la santé dans l'angle, la culture des diètes, c'est qu'on nous dit, ben fais ça, puis tu vas avoir des résultats comme relativement rapides, mettons. Tandis que, pour moi, la santé, c'est comme quelque chose qui se construit très lentement. Par exemple, si on parle de prévention des maladies qui seraient liées à des choses comme la sédentarité ou une alimentation qui n'est pas optimale et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va récolter les fruits de ça, je pense, plus sur le long terme. Mais aussi, quand on fait des choses qui nous font vraiment du bien, on a des bienfaits immédiats. Puis ça, je pense que les bienfaits immédiats, en fait, on n'est peut-être pas habitué à ça, donc on les... Mais si, par exemple... Je sais, moi, que si je vais prendre une marche avant de commencer ma journée de travail, les bienfaits, j'en ai plein. Ma tête est plus claire, je suis plus confortable quand je suis assise à l'ordinateur. J'ai l'impression que mon énergie est mieux régulée tout le reste de la journée. Puis je passe vraiment une meilleure journée. Je suis juste plus régulée le reste de la journée. C'est un bienfait immédiat. Après ça, si je m'attendais à avoir des bienfaits sur quelque chose comme la balance ou juste comme la forme de mon corps, probablement que j'arrêterais de faire ça. Mais en réalité, ce que je fais, c'est que je travaille sur la prévention de maladies. Je travaille sur ma santé à long terme, mais j'ai des bienfaits immédiats. Mais quand j'étais dans la culture des diètes, j'avais pas vraiment fun immédiatement. Parce que c'était dans la restriction autant au moment des repas que quand tu fais de l'activité. Puis après ça, ma santé à long terme, on a des données pour montrer que c'est probablement pas ça qui va faire la grosse, qui va nous aider vraiment, même au contraire. Donc, je pense que c'est d'apprendre à vraiment à se connecter aux bienfaits immédiats qu'on ressent quand on fait des choses qui nous font du bien, que ce soit manger un gâteau avec des amis, passer une journée devant la télé. Des fois, on a un besoin de son écran. Aujourd'hui, j'ai envie de binger une série télé. Ça fait du bien. Puis, on finit par aussi être capable de reconnaître ce qui nous fait pas du bien. Fait que je pense que c'est ça. On est peut-être plus habitué à savoir, hey, ça me fait vraiment du bien. Puis, hey, là, ça me fait plus du bien. Je vais passer à autre chose. Fait que, d'apprendre encore là, c'est beaucoup de se reconnecter à notre corps, je pense. Mais c'est vraiment beaucoup ça, pour moi, dans la lentille de la santé. Fait que je pense qu'on est vraiment plus gagnant au final, ne serait-ce que dans nos journées qui sont plus le fun, mais aussi comme la prévention des maladies, par exemple, est plus efficace. Oui. Puis d'y aller des fois à plus petits pas pour être capable de maintenir certains changements qu'on vise à long terme, mais j'aime aussi beaucoup ton idée d'essayer de se recentrer sur ce qu'on ressent dès maintenant après avoir été fier de cuisiner quelque chose, en ayant réussi à écouter nos signaux parce que c'est ça qu'on voulait travailler ou justement en ayant fait une marche qui nous a aidé à être plus concentrés. Là, je pense que c'est des bonnes pistes. Là, quand on parle de santé, il y a une autre mise au point que j'aimerais faire aussi parce qu'il y a toute une industrie aussi du bien-être, de la santé, qui est un peu un genre de pseudo-culture des diètes avec un objectif similaire mais différent, mais finalement très similaire. Dans Scooby-Doo, là, quand il y a le vilain à la fin puis qui enlève le masque, tout ce temps-là, c'était un thème. C'est la culture des diètes, culture du bien-être. Exact. Fait que des fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège non plus en se disant, OK, là, je ne veux plus faire de diète. Alors là, finalement, je regarde toutes sortes de pubs, d'affaires de santé, de bien-être, vous allez être mieux. Donc, c'est quoi les arguments que cette industrie-là utilise aussi de la culture du bien-être pour essayer de nous amadouer, puis comment on fait pour les reconnaître, justement, pour pas finalement tomber dans un autre piège en voulant quitter la culture des diètes? Mais la mécanique est la même, en fait. Dans la culture du bien-être, on nous promet que si on fait ce qu'il faut, on va avoir
pleinement le contrôle sur notre bien-être et notre santé. On fait abstraction de tous les autres déterminants de santé qui sont soit modifiables ou non modifiables, par nous ou pas, là, des enjeux peut-être plus systémiques ou politiques et tout ça. Puis aussi, en fait, on nous fait croire que, gars, achète ça, fais ça, puis tu vas avoir comme le plein contrôle, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas tant de contrôle que ça sur notre santé. C'est super inconfortable d'accepter qu'on n'a pas le contrôle tant que ça sur notre poids, puis ni sur notre santé, puis qu'à tout moment, peut-être qu'on pourrait tomber malade. Ça arrive pas qu'aux autres, tu sais. Fait c'est bien plus rassurant de se dire, OK, dis-moi quoi faire, puis je vais le faire, puis là, je vais me garantir comme que je vais être en santé. Donc, on nous vend une illusion de contrôle. C'est un peu la même chose. Puis, c'est rare que la perte de poids nous est pas promis. On disait, c'est pas à propos de la perte de poids, mais en passant, tu vas perdre du poids si tu fais ce qu'il faut, tu sais. Puis souvent, moi, ce que j'invite les gens à faire, tu sais, souvent quand ils vont dire, non, ça, je le fais pour mon bien-être, pas pour ma santé, c'est comme, OK, disons que ça te faisait prendre un petit peu de poids, est-ce que tu le ferais quand même, tu sais? Puis je dis pas que c'est mauvais, tu sais, quelqu'un pourrait dire, non, ça veut pas dire qu'il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait, mais c'est une réflexion à avoir. Parce que souvent, c'est signe qu'on n'a pas complètement déconstruit toutes ces croyances-là sur l'image corporelle et sur la culture des diètes. Mais c'est très insidieux, c'est aussi très valorisé socialement. On peut même avoir carrément un trouble, tu sais, une relation vraiment troublée comme de l'ordre de l'orthorexie ou de la bigorexie, où est-ce qu'on va vraiment être obsédé à manger bien, entre guillemets, puis à faire de l'activité physique pour modifier notre corps. Puis socialement, on va être applaudi, on va peut-être avoir plein de followers sur les médias sociaux qui vont nous dire « Ah, t'es tellement inspirante », tu sais. Fait que je pense que, puis la ligne est mince, en fait, c'est là que ça devient difficile parce que, tu sais, restreindre ce qu'on mange, tu sais, quand, mettons, c'est rendu trop loin, souvent, les gens même vont dire, il me semble que c'est un peu intense, cette diète. Mais si c'est quelqu'un qui mange bien puis qui fait du sport, on va être applaudi, tu sais, célébré. Donc, c'est encore plus insidieux, je pense. Mais ultimement, il y a toujours un fond de contrôle là-dedans puis, tu sais, d'illusion qu'on nous vend, en fait, jusqu'à temps qu'on soit désillusionné puis qu'on dise, finalement, j'ai quand même développé une maladie auto-immune malgré les suppléments que je prends puis tout ça, tu sais. Puis je suis pas en dépression parce que je fais pas assez de yoga. Je suis peut-être en dépression parce que j'ai vécu des événements difficiles dans un contexte socio-économique pas facile, tu sais. C'est pas parce que j'ai pas assez fait de yoga, tu sais. Fait qu'il y a un peu tout ça, mais je suis très curieuse de savoir en clinique, toi, comment ça se manifeste. Pour moi, c'était pour répondre aussi à une des questions, tu sais, les comme drapeaux rouges, ils ressemblent beaucoup à ceux de la culture des diètes, tu sais, de dire, qui partage ça, tu sais, souvent, c'est des gens qui ont peut-être des pseudo-spécialistes ou, tu sais, pas vraiment des gens très qualifiés dans leur domaine qui vont, tu sais, partager des trucs concernant le bien-être. Fait que c'est sûr que ça aussi, pour moi, les red flags sont très similaires. On vend des choses aussi, donc des suppléments, des programmes ou des choses comme ça. Fait que pour moi, de dire, la personne veut pas mal juste notre argent et pas nécessairement qualifiée, pour moi, ça serait un drapeau rouge de dire, est-ce qu'elle veut vraiment juste mon bien-être ou est-ce qu'elle veut mon argent? Il y a aussi, je trouve, un gros élément de performance, là, tu sais, si tu fais ça, la routine, réveille-toi à 5 heures du matin, puis fais telle affaire, c'est beaucoup dans la performance. Fait que pour moi aussi, c'est un autre drapeau rouge d'avoir des règles aussi, tu sais, des choses, comme on a dit, ça revient beaucoup à la culture des diètes, mais c'est beaucoup d'éléments extérieurs, tu sais, de comme la culture du bien-être, mais il faut tel supplément, telle chose, fait tel, mais qui est vraiment déconnecté du corps. Comme on l'a dit tantôt, l'activité physique, si on se reconnecte, on va voir des bienfaits, on va avoir envie d'en faire. Fait que pour moi, ça, c'est des gros comme drapeaux rouges qu'il faudrait porter attention si on entend des messages ou on voit des choses. C'est quand même récent qu'on parle de culture du bien-être. Moi, quand j'ai travaillé sur le balado qui est sorti à septembre 2023, fait que, tu sais, toute l'année d'avant, j'ai travaillé dessus. On a eu de la difficulté à trouver des spécialistes de la question. En fait, on a trouvé des spécialistes comme de plein de domaines. Tu sais, un épistémiologiste, un pharmacien, un nutritionniste, chercheur, plus en santé publique et tout ça. Mais vraiment, mettons, quelqu'un qui jette un regard critique sur la culture du bien-être, on en a beaucoup par rapport à la culture des diètes parce qu'on a entre autres des nutritionnistes, tu sais, des gens qui font de la recherche là-dedans. Mais au niveau du bien-être, c'est quand même récent. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de regard critique là-dessus. Puis c'est une industrie, l'industrie du bien-être, qui a une valeur environ 5 fois supérieure à celle des industries pharmaceutiques. C'est extrêmement payant. C'est sûr que ça englobe plein de choses. Ça englobe, entre autres, la culture les industries des diètes et tout ça, les gyms, les retraites de yoga et tout ça. Mais c'est extrêmement profitable. Puis, ça nous vend... Moi, ce qui m'a vraiment troublée en prenant conscience des mécanismes de la culture du bien-être, c'est à quel point j'étais glissée, tu sais, de la culture des diètes à celle-ci de manière, là, c'était comme...
c'était smooth. Tu sais, tu t'en rends même pas compte que tu glisses vers ça. Puis parce que là, tu dis, OK, là, au moins, j'obsède pas sur mon poids, j'obsède sur ma santé puis mon bien-être. Mais en réalité, c'est des mécanismes qui sont extrêmement similaires. Fait que je pense que si on est quelqu'un qui est vulnérable à la culture des diètes pour plein de raisons, on peut aussi être vulnérable à la culture du bien-être. Puis peut-être c'est quelqu'un qui était épargné par la culture des diètes parce que peut-être elle a un corps qui est naturellement dans les standards, peut devenir une cible peut-être de ça. Fait que je pense qu'il faut rester vigilant par rapport à toutes les promesses, comme Marjolaine l'a dit, les drapeaux rouges. Puis il y a beaucoup de pseudo-sciences qui est invoquée pour nous vendre des choses. Puis beaucoup de gens extrêmement charismatiques qui ont des expériences de vie qui sont souvent très valables, mais c'est... Tu sais, quand tu regardes au niveau de la hiérarchie des évidences scientifiques, c'est des anecdotes. T'sais, ils vont dire, hey, moi, j'ai arrêté de, je sais pas, manger du gluten, puis maintenant, je mange juste des algues, puis ma vie s'est transformée. Super, tu sais. Mais quand on regarde, si on faisait manger des algues à plein de monde, il n'y a probablement pas tout le monde qui aurait les mêmes effets que toi. Puis il y a le biais du survivant, beaucoup, qui est intéressant, un peu comme dans les diètes. Les gens qui ont réussi, tu sais, à perdre du poids et à le maintenir, on va leur donner des micros, on va leur, pas ceux-là, on va leur, pas ce micro-là, mais d'autres micros, puis on va leur demander d'écrire des livres, donner des conférences, puis ils vont dire, moi, je l'ai fait, donc tout le monde peut le faire. Mais quand on regarde statistiquement, ces gens-là sont un peu des anomalies, puis c'est un peu la même chose avec la culture du bien-être, puis, tu sais, le terme biais du survivant est intéressant parce que ça nous dit, en fait, tu sais, si je donne l'exemple, mettons qu'il y a 10 000 personnes qui ont un cancer qui est potentiellement mortel, puis qu'il y en a un qui décide de se guérir en mangeant des algues, mettons, puis de ne pas faire de traitement, ben il y a peut-être statistiquement une personne là-dedans pour qui ça va marcher. Puis toutes les autres vont carrément être plus de ce monde. Ils ne pourront pas dire, hey, by the way, ça n'a pas fonctionné, mais la personne pour qui ça a marché va écrire un livre puis va donner des conférences. Mais en réalité, c'était juste une anecdote, peut-être même une anomalie statistique. Donc, mais ça devient très puissant parce qu'on va s'accrocher à ça, tu sais. Fait que je pense qu'on est très vulnérable à cause du monde dans lequel on vit puis des messages qu'on nous envoie. Fait qu'il faut être très vigilant. Puis il faut suivre sur les médias sociaux, encore là, je reviens à ça, mais il faut suivre des gens qui ont des qualifications puis qui savent de quoi ils parlent, puis il faut se méfier de la pseudo-science parce que c'est un fléau, vraiment, sur les médias sociaux, autant pour ce qui est du poids que du bien-être. Là. Vraiment. Je pense qu'il faut se rappeler que dès que ça a l'air trop beau pour être vrai, tu sais, la science, les habitudes de vie, la santé, tu sais, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, c'est d'avoir une vie assez active, c'est de dormir suffisamment, de gérer son stress, tu sais, il n'y en a pas de miracle, malheureusement, puis si on fait ce qu'on peut dans tout ça, d'une manière où ça affecte pas justement notre santé mentale, qu'on dépense pas tout notre argent à s'inscrire à des gyms de fous puis qu'on n'obsède pas avec ça, ben c'est ça dans le fond la santé. Puis après il y a une part de facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, notre génétique, l'environnement dans lequel on vit, etc. Fait qu'on peut contrôler une partie de ce qu'on peut contrôler, mais en étant quand même graduel dans nos changements puis en visant encore une fois l'équilibre. Là, c'est pas un mot qui est payant. Si c'était payant, là, ça serait c'est super extraordinaire. Mais c'est ça. C'est vrai. Tu sais, les recommandations qui sont, il y en a pas tant que ça. Tu sais, des choses qui sont vraiment reconnues. On a, tu sais, de solides évidences scientifiques pour dire que ça, c'est quelque chose, un comportement qui va favoriser la santé à long terme. C'est plate. Ben, mange des fruits et légumes, bouge régulièrement, essaie de gérer ton stress, dormir. Fume pas, bois pas trop. C'est un peu ça, là, mets ta ceinture en genre, puis mets ta crème solaire si tu vas au soleil, c'est un peu ça, tu sais. Mais c'est vraiment pas sexy, puis ça fait pas vendre beaucoup de choses, tu sais. Mais sachez que c'est ça qu'il faut faire si on veut essayer d'améliorer notre santé. Donc, inutile d'aller donner notre argent à d'autres industries. Là, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. J'aurais envie de vous laisser avec qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de nos discussions. C'est sûr que c'est pas facile à résumer, mais s'il y avait un élément avec lequel on essaye de repartir justement là pour faire taire cette culture des diètes. Bien, moi, si je peux y aller, en fait, c'est que de ne pas se culpabiliser, c'est, je pense, encore là, on en a beaucoup parlé, mais on se met une grosse pression individuelle de dire, je suis dans la culture des diètes, j'écoute un balado qui en parle, puis je sais que c'est pas bon, puis il faut que j'en sorte. Puis il y a une énorme pression, mais c'est vraiment d'y aller progressivement, puis c'est correct de continuer à faire certains comportements peut-être qui font la promotion de la culture des diètes ou qui sont en lien avec la culture des diètes parce que, ben justement, on travaille autre chose pendant ce temps-là où on est en train de travailler autant au niveau de notre alimentation, notre activité physique ou d'autres habitudes de vie. Donc, de ne pas s'attendre à la perfection, la performance, un peu comme tu nommais tantôt, d'y aller progressivement puis de pas se culpabiliser si il y a peut-être certaines choses qu'on fait encore. Là. C'est vraiment un processus, ça peut être très long, là. Oui, puis ça rejoint beaucoup ça, en fait, mais c'est beaucoup aussi justement de reconnaître qu'on est peut-être... C'est vraiment pas facile, en fait. Moi, c'est ça, je pense pas qu'il me dérange, là, mais tu sais, quand c'est banalisé un peu ce message-là, puis souvent, je vais le voir, tu sais, par des gens qui ont été exposés à ce message-là, qui l'ont peut-être
pas tant, tu sais, qui ont une compréhension de surface, peut-être de ça. Oh non, t'as juste à faire ça. Tu sais. Oh non, t'as juste à t'aimer, puis à accepter tes bourrelets, puis t'as juste à manger ce que tu veux. Puis comme, juste, genre, c'est complexe, là, tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, tu sais, l'alimentation intuitive, justement, c'est une approche qui a été développée pour être utilisée en clinique, tu sais. C'est pas une approche que tu lis un post, ces médias sociaux, puis t'es comme, je suis guérie, tu sais, à partir de maintenant. C'est vrai, quelque chose de complexe. Donc, c'est un processus qui est complexe, puis faut reconnaître, en fait, que c'est pas évident, tu sais, d'être disponible à ça, puis de faire le deuil des promesses de la culture des diètes. Je pense que c'est le gros point, en fait, c'est qu'il y a vraiment un processus de deuil qu'on doit faire. Tu sais, si on a toujours pensé qu'on est à quelques livres ou à quelques diètes, puis de perte de poids, de trouver l'amour, puis d'être heureux, puis tout ça, tu sais, il va falloir apprendre à faire le deuil de ça parce que ça sera pas si simple. En fait, ces promesses-là sont très alléchantes. Puis on nous vend aussi une version très simplifiée de la santé. C'est comme le seul paramètre que j'ai à contrôler, c'est ça. Puis autant c'est impossible quasiment de le contrôler, autant c'est simple. Puis on aime ça, les choses simples, parce que la vie est tellement compliquée. Fait que c'est là, on peut se sentir perdu. Puis dans n'importe quel processus de deuil, ben, tu sais, il y a des étapes, là. Elles sont pas toujours dans le même ordre, elles sont pas toujours exactement les mêmes, mais tu sais, on le sait qu'il va y avoir différentes étapes avant d'être vraiment rendu prêt à faire ces changements-là. Donc, tu sais, je pense qu'il faut être bienveillant envers nous là-dedans. Tu sais, il faut y aller d'une manière, justement, graduelle, aller chercher de l'information, en parler avec des gens en qui on a confiance. Si on sent qu'on n'est pas prêt à être là, tu sais, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour prioriser notre santé quand même, tu sais. Puis, je pense pas qu'il faut rejeter non plus complètement tout ce qu'on a associé à la culture des diètes. Tu sais, je prends l'exemple de, mettons, quand on était à fond, ben on avait l'habitude de dimanche de préparer nos repas d'avance puis de portionner. Mais, tu sais, c'est pas mauvais en soi, faire de la préparation d'avance. Peut-être qu'on est quelqu'un que ça nous aide à se nourrir de manière régulière. Tu sais, peut-être qu'on est du genre à tellement être désorganisé que si on n'a pas préparé des choses d'avance, ben on va sauter des repas, puis notre énergie va varier, puis ça sera pas l'idéal. Fait qu'on veut pas rejeter complètement. Tu sais, moi, la crème glacée de banane, tu sais, quand tu veux juste mettre des bananes congelées, je m'en fais régulièrement, je trouve ça délicieux, tu sais. Je peux pas dire que quand j'en mangeais avant, c'était vraiment juste parce que c'était délicieux, c'était vraiment parce que c'était comme plus santé que, tu sais, d'autres types de crème glacée, même vegan. Fait que, tu sais, c'est d'être capable de se réapproprier ces choses-là aussi, mais je pense que c'est d'accepter qu'il va y avoir un deuil à faire. Puis faire un deuil de quelque chose, c'est vraiment pas facile. Fait que, tu sais, je pense que c'est moi, ce qui me dérange beaucoup dans le message, c'est comme la banalisation. Ah non, c'est facile, t'as juste à faire ça. Non, c'est un processus, tu sais. Puis ça implique beaucoup, beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'introspection. Peut-être, mais juste aussi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup des ressources, de sport. C'est un privilège aussi de pouvoir se départir de la culture des diètes. Mon Dieu, exact. Vraiment. Parenthèse. Mais oui, non, mais vraiment, exactement, c'est pas accessible à tout le monde pour plein de raisons. Tu sais, j'ai déjà entendu justement, tu sais, je pense qu'on reçoit beaucoup de témoignages là, quand on est quelqu'un qui parle de ces sujets-là, mais c'est arrivé plusieurs fois des gens qui m'ont dit, en ce moment, je suis dans une relation où est-ce que si je prends du poids, ben la qualité de ma relation va diminuer, tu sais. Puis je suis pas à une place dans ma tête ou dans ma vie où est-ce que je peux travailler là-dessus, tu sais, soit remettre en question ma relation ou essayer de changer les perspectives de mon conjointe, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut reconnaître un peu ces choses-là, mais c'est un privilège à plein de niveaux aussi, là, tu sais, il faut sentir qu'on est en sécurité, comme au niveau affectif, par exemple, si on le fait. Est-ce qu'on a des gens autour de nous qui nous soutiennent ou est-ce qu'on va se faire ridiculiser, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que plus les gens, même ceux qui se sentent pas nécessairement concernés, tu sais, si par exemple, on a un parent qui a entendu parler de ça, elle a lu là, dans son magazine, là, comme peut-être un petit encart là-dessus, peut-être qu'après ça, si sa fille lui en parle, elle va « Ah oui, j'ai entendu parler de ça, c'est cool, tu sais. » Fait que je pense que c'est important d'en parler même pour que ça devienne un sujet comme plus accessible, mais oui, les privilèges, ça en prend là, pour pouvoir faire ça, ouais. Fait qu'accepter d'y aller lentement, que ça sera peut-être pas un chemin facile, mais quand même croire que ça peut être possible, parce que des fois, on voit tous les obstacles, puis on se dit « Oh mon Dieu, je pourrais jamais y arriver », mais tu sais, c'est possible. Il faut juste essayer de commencer par des plus petits pas, puis d'accepter que peut-être que ça sera... La graine va être semée, peut-être que ça poussera pas tout de suite, mais éventuellement, ça pourra venir. Donc, merci beaucoup pour vos échanges, vos inspirations. Je pense qu'on aurait pu continuer de s'en parler encore des heures. Avec l'été qui approche, j'espère que nos discussions vont pouvoir vous aider à reconnaître la voie de la culture des diètes, qui est quand même une bonne première étape pour s'en défaire. Peut-être vous aider à la faire taire ou encore accorder graduellement moins d'attention à toute ce tumulte-là dans la tête. Je vous souhaite de pouvoir profiter de la saison estivale avec le cœur peut-être un peu plus léger, la tête pleine de pensées plus réalistes et bienveillantes. Si justement le sujet de la culture des diètes vous intéresse, que vous avez envie d'en apprendre plus, bien, je vous invite à écouter le balado de Caroline à plat ventre, la culture des diètes avec Louni.
de lire le livre de Marjolaine, L'alimentation intuitive, c'est quoi? Sans oublier de les suivre sur les réseaux sociaux Looney et Les pieds dans les plats. Il y a aussi un excellent livre de la nutritionniste Karine Gravel aussi qui aborde justement culture des diètes et alimentation intuitive qui s'appelle justement De la culture des diètes à l'alimentation intuitive, réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses. Donc, il y a de plus en plus de livres aussi là-dessus écrits par des professionnels de la santé qui peuvent vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, d'apprivoiser un peu ces concepts-là. Et évidemment, n'hésitez jamais à consulter des nutritionnistes, des psychologues, d'autres professionnels de la santé si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus soutenu aussi pour faire changer les choses. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci aussi à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado.